Je me remets les amis à peine de la défaite de l'Espagne contre le Maroc. D'ailleurs le débrief est disponible en tout cas sur la chaîne. Qu'on a enchaîné avec le match Portugal-Suisse qui en tout cas pas forcément tenu toutes ses promesses en termes de match serré, équilibré. Tellement le Portugal les amis, et pour ceux qui ont la référence, pour moi le Portugal avait le flow activé. Était dans la zone tu vois pendant 90 minutes. On a eu droit à un football champagne, le Joga Bonito exceptionnel. Un Portugal qui vraiment assume peut-être enfin un statut de plus qu'outsider, qui peut s'affirmer comme un favori, qui aujourd'hui a montré l'animation offensive, qui était fluide, qui était explosive, qui était percutante, qui était ultra technique, qui était, enfin je sais pas, tellement simple dans les transmissions, dans les combinaisons, qui était perpétuellement en mouvement, qui a déstabilisé un bloc suisse qui de base est beaucoup plus compact, qui propose quand même de base aussi un jeu beaucoup plus intéressant, beaucoup plus attrayant et solidaire, mais une solidarité et une solidité défensive côté suisse qui a littéralement volé en éclats. Tel un gruyère finalement qui avait des trous de partout. C'était terrible. Les Portugais aujourd'hui, ils ont montré un total régal. D'habitude quand je parle du Real Madrid et qui joue bien etc, qui a une goleada, je dis que c'est le Real Madrid. Là c'était vraiment le Real Portugal. Vraiment, du coup bravo à vous les Portugais, c'était vraiment phénoménal. Là en plus, il n'y avait pas Ronaldo, il était sur le banc etc. Simplement pour une question tactique, se disant de Fernando Santos. Apparemment ils s'étaient tous les deux embrouillés quand Ronaldo était sorti en pestant un petit peu après être sorti contre la Corée du Sud avant la fin du match, et du coup ils ont eu une petite brouille en interne etc, et c'était pour ça qu'il l'a mis remplaçant. Mais il est vrai qu'aujourd'hui le pari en tout cas était un peu risqué peut-être, mais a été parfaitement réussi. Et franchement je pense qu'on peut aussi féliciter déjà le fait de mettre Ronaldo sur le banc, même si bien sûr je pense qu'un Ronaldo en pointe tout le match avec une animation offensive comme ça, il se serait largement régalé, et personne ne peut dire qu'un Ronaldo en pointe d'un Portugal qui joue aussi bien, aussi libéré, aussi intense, aussi performant, déterminé et aussi facile, ça peut pas être moins fort avec Ronaldo, tu vois. Là, clairement, après les joueurs comme Joao Félix ont été masterclass. Il a fait peut-être son meilleur match depuis pas mal de temps. Celui qui a annoncé bien sûr partant d'Atlético Madrid dès cet hiver. En tout cas, si des clubs ont les moyens de se l'offrir, hein, vu qu'il va coûter très cher. De l'autre côté, t'avais des mecs comme Otavio incroyable, Bruno Fernandes qui était impressionnant aussi. Les latéraux comme Guerreiro, comme Dalot qui étaient partout. Pepe, 39 ans, phénoménal Pepe. Bien entendu, l'esprit Pepe, Porto, Real Madrid, incroyable. Le mec qui te plante un but au coup de pied arrêté pour tuer les Suisses, qui commence un petit peu à émerger un petit peu, à revenir un peu en termes d'intensité, de faire remonter leur bloc dans le match contre les Portugais, qui avait ouvert le score par Gonçalo Ramos au passage, qui est vraiment phénoménal ce petit jeune, 20 ans. C'est le 4e joueur portugais à mettre un triplé en Coupe du Monde. Après Paoletta en 2002 contre la Pologne, même s'ils avaient été éliminés en phase de poule. Après Cristiano en 2018 contre l'Espagne. Et surtout après Eusebio dans les années 60, un truc comme ça contre la Corée du Nord si je dis pas de bêtises. C'est phénoménal. Et le premier Portugais à le faire en phase éliminatoire. Franchement c'est exceptionnel. 20 ans. Fernando Santos a eu les cojones de laisser la légende Ronaldo sur le banc, mettre un petit jeune de 20 ans qu'on disait pas forcément très apte, pourtant très bon côté Benfica, mais encore trop peu expérimenté finalement, parce qu'il n'avait que 4 sélections. 4 sélections, 3 buts là finalement. Et il rentre parfaitement dans sa Coupe du Monde, il remonte au classement des buteurs, il s'impose, première titularisation, premier triplé en Coupe du Monde. Contre une équipe en plus qui de base est pas mauvaise, la Suisse, franchement c'est pas mal. C'est comment avoir une belle porte d'entrée, comment pourquoi pas te montrer que tu peux avoir un avenir doré, que tu peux déjà peut-être rentrer dans la légende du Portugal. Si le Portugal venait arriver au bout de gagner sa première Coupe du Monde, ce serait exceptionnel. C'est exceptionnel. En plus, c'est un petit peu un symbole de dire que ça y est, le renouveau doit arriver, que Ronaldo, à son âge, malheureusement, n'est plus aussi performant qu'avant, même si bien sûr, il peut conserver des caractéristiques intéressantes et que il a toujours des aptitudes qui peuvent être utiles par son expérience, son aura, le fait que les adversaires, quand ils le voient sur le terrain, ils se focalisent sur lui malgré son âge, etc. Parce qu'il fait toujours peur et galvanise un peu les troupes. C'est un leader né. Mais là, voir un renouveau du Portugal avec de base un entraîneur qui ne prend pas forcément de risques, qui n'était pas connu pour faire bien jouer le Portugal, malgré les nombreux profils techniques. Là aujourd'hui, avec tous les artistes sur le terrain comme les Bernardo, etc., les Otavio, Bruno Fernandes, Félix et tout ça, ben il a réussi à parfaitement trouver, je pense, l'équilibre, la formule qui fait que tous les joueurs sont libérés. On a des Joao Félix par exemple qui étaient pas cantonnés à un poste d'attaquant, qui n'étaient pas cantonnés sur un côté, mais cette fois-ci qui était libre d'aller où il veut.
véritable leader qui décroche, qui permute avec les milieux de terrain, qui aussi vient se mettre dans l'axe pour laisser la place dans le couloir à son latéral. L'action par exemple de Guerreiro quand il marque son but, entre les petits ponts, les déviations, talonnades, etc., balle en profondeur, petite remise sur le côté, où on laisse du coup la balle aux copains et on n'essaie pas de tirer comme d'habitude devant 15 défenseurs pour marquer des buts. Là quand la différence elle vient pas individuellement, mais c'est vraiment collectivement où les ballons sont lâchés en 1-2 touches de balle, en étant perpétuellement en mouvement et dans la recherche dans le cas du collectif et de l'autre, bah ça peut que marcher. Là, le Portugal, c'était phénoménal ce qu'ils ont fait. Phénoménal. Là, le 6-1, le but de Leao dans les dernières minutes, l'enroulé qu'il te fait facile, un peu comme quand il fait au Milan AC. Pareil, Leao, on dit souvent, ouais, il faudrait qu'il soit titulaire, etc. Mais en attendant, quand il rentre, il apporte de la vitesse, percussion, du sang frais. Et ce qui est important, c'est qu'en Coupe du Monde, dans n'importe quelle compétition, c'est de pas forcément lâcher toutes ses meilleures cartouches au même temps. Parce que si ton équipe marche pas, que tu épuises tes joueurs, qu'ils se blessent, ou t'en sais rien, bah après t'es marron. Alors que là, quand t'as beaucoup de quantité d'effectifs intéressantes et de qualité d'effectifs à plusieurs postes et notamment les postes clés comme le Portugal avec beaucoup de talent, si tu peux avoir le luxe de faire sortir un Félix et faire rentrer Leao, frère, c'est pas toutes les sélections qui peuvent se le dire. Je peux te dire qu'en Espagne, pour avoir souffert encore aujourd'hui de l'élimination contre le Maroc, avec l'Espagne, nous, on n'est pas serein en attaque. Les Ferran, les Ansu Fati, les Morata, etc., ça pue. Ça pue littéralement. Moi, je donnerais tout pour avoir des Félix, des Leao, etc. qui t'apportent peut-être plus de qualité individuelle que les joueurs qu'on a en Espagne. Et là, le Portugal aujourd'hui, il a encore montré que chez eux, c'est le feu et que le danger ne vient pas que d'une seule personne. Il vient de partout. Il vient de partout. Et d'ailleurs, pour revenir vite fait sur Gonzalo Ramos, moi, ce qui m'a impressionné, au-delà du fait qu'il ait 20 ans, qu'il ait pris la place de Cristiano, qu'il incarne le nouveau symbole, le renouveau, etc., et que pour quelqu'un qui n'a que 4 sélections, une titularisation, franchement, moi, c'est la palette de ses buts qui est impressionnante. La palette de ses buts, c'est un coup contrôle orienté en étant dos à la cage, il se retourne, frappe instantanée pied gauche, sachant qu'il est droitier, il te la met en lucarne. Un but qui me rappelle un petit peu le but de Bernardo Silva contre le Real en demi-finale de Ligue des Champions avec City, sur la frappe instantanée qu'il avait mis à Courtois. L'autre but, c'est il vient anticiper le centre et il vient bien se projeter pour en tout cas la pousser au fond. Donc parfait en coupant au premier poteau. Et le troisième, bah, le petit lob qu'il fait après la belle combinaison, c'est magnifique, ça montre une palette technique, ça montre un sang-froid, quelque chose de fougueux, de vraiment jeune et d'intensif, qui en tout cas fera plaisir à l'avenir du Portugal, qui de base, d'habitude quand Ronaldo était pas là, se cantonnait d'avoir un pauvre André Silva qui à chaque fois est un éternel espoir, qui des fois fait des bons trucs, mais après pendant 6 mois tu le vois plus. Et pour moi, là aujourd'hui, ce gosse-là, même si bien sûr c'est trop tôt pour dire que ça y est, c'est un crack, etc., au moins il l'a prouvé, à voir après au prochain match. Mais là pour l'instant, de ce que j'ai vu aujourd'hui, dans le jeu à tous les niveaux, il n'y avait aucun Portugais qui était mauvais, tous les rentrants ont apporté quelque chose. Ronaldo le pauvre, il marque un but mais il était refusé pour hors-jeu logique. Mais globalement, c'était un truc intéressant. Après, à 4-0, ils sont un peu relâchés. Sur le corner, c'est Gonzalo Ramos qui la dévie. Ça va sur le but, je crois, d'Akanji, un truc comme ça. Défense centrale de la Suisse, mais qui marque le 4-1, mais ils ont même pas douté 5 secondes, quoi. Après, ils ont déroulé. Le 5e but est venu naturellement. Le 6e but aussi. Et franchement, ils ont écrasé techniquement, tactiquement et physiquement la Suisse. Là, il n'y avait pas match. C'était vraiment un no-match. C'était une balade, un récital. Et il n'y a pas d'autre mot. Après, qu'est-ce que je peux dire? Parce que vraiment, j'avais pris des petites notes, mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? J'avais pris des petites notes. Otavio, j'avais noté que comme il était revenu de blessure, etc., il allait peut-être manquer de rythme. Finalement, il a été exceptionnel. William Carvalho, milieu de terrain, pareil, j'en ai pas parlé, mais il a été au top pour assurer aussi l'équilibre, parce que le Portugal se jetait beaucoup devant, parce qu'ils avaient tellement d'espace de boulevard, que du coup, des fois, t'avais des moments où c'était un peu déséquilibré. Mais justement, des joueurs comme Otavio et Carvalho, bah, faisaient parfaitement le job, en fait. En plus, Ruben Neves était pas là, donc ça assurait parfaitement le job au cas où la Suisse arrivait à récupérer des ballons avec le pressing et repartir, mais t'avais directement le Portugal qui avait instauré un rideau au second ballon, enfin sur les seconds ballons, et le contre-pressing qui était impressionnant. Donc très vif dans la possession, dans la récupération, un Portugal qui était force d'une maîtrise. Puis le duo Pepe-Ruben Dias, c'est infranchissable, vraiment. C'est infranchissable. Après, le pauvre Mbolo, voilà, j'ai noté, le pauvre Mbolo en Suisse, qui a pas touché un ballon quasiment. C'est triste parce qu'il faisait une belle Coupe du Monde. Après, les Shaqiri et Vargas, qui pour moi sont des joueurs qui arrivent vraiment en fin de cycle, pour tout ce qu'ils ont apporté à la Suisse, surtout Shaqiri notamment, qui est en difficulté en club et qui prouve encore aujourd'hui que dès que le niveau en face y grimpe, bah tu les vois plus forcément. Granit Xhaka, qui fait une bonne saison côté Arsenal, bah là, il était étouffé par la maîtrise technique et tactique et physique du Portugal. Et après, ben, tous les joueurs suisses en défense, ils ont pris cher. Il n'y en a pas un qui peut vraiment relever le niveau.
Sinon, il y avait qui? Vitinha qui était rentré, c'est vrai, Vitinha qui avait fait quelque chose en tout cas de pas mal, qui a simplement rentré dans le moule de ses coéquipiers, qui a apporté toute sa qualité technique, sa classe ballon au pied, un bon jeu sans ballon aussi, mais globalement le Portugal a excellé partout. Ils ont excellé partout. Après, maintenant, je pense au prochain match, Ronaldo sera pas forcément titulaire parce que bah là, ça a bien tourné. Donc, pourquoi Santos devrait changer la formule contre le Maroc? Je pense que le Portugal va prendre beaucoup de notes du match entre le Maroc et l'Espagne pour prendre bien sûr en compte tout le fait qu'il y a eu un disaster class espagnol côté collectif, créativité, explosivité qu'on a vu côté portugais ce soir et qui a montré l'exemple au niveau de la spontanéité et tout ça et tout ce qui manquait à l'Espagne finalement. Donc, la rapidité dans le jeu et tout ça. Donc, à voir si le Portugal sera capable de monter encore en puissance et profiter de cette euphorie pour pourquoi pas la refaire contre le Maroc qui eux aussi auront le couteau entre les dents et seront bien déterminés à faire la même chose que contre l'Espagne, à défendre en tout cas en étant bien compact et faire des contre-attaques intéressantes et décisives et peut-être même plus efficaces que ce qu'ils ont raté contre l'Espagne tout au long du match, dans le peu de moments forts qu'ils ont eu, ou du moins dans le peu d'actions qu'ils ont exploité parce qu'ils avaient très peu le ballon. Mais donc le Portugal, attention à voir ce qu'ils peuvent faire, mais si les Portugais montrent le même niveau de jeu contre le Maroc, attention à qui les affrontera entre la France et l'Angleterre, parce que le Portugal, lancé comme ça, avec un collectif en forme, en confiance, et les individualités qui plantent et tout ça, avec ou sans Ronaldo, qui peut rentrer en cours de match et être totalement létal par son expérience et le fait que ce soit quand même un quintuple ballon d'or, attention, ça peut faire très mal. En tout cas, les Portugais, bravo à vous. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein, ça a été une parfaite maîtrise de bout en bout. Comme je disais, la Suisse n'a eu que 10 minutes où ils sont bien repris avant de couler derrière, encore une fois, par des coups de massue de Pépé et tout. Mais vraiment, voilà, globalement, le match incroyable. Une leçon de football. Et puis voilà, je vous laisserai en tout cas me dire en commentaire ce que vous en pensez. Qui est pour vous le top homme du match, le flop homme du match? Je pense qu'il n'y a pas forcément de débat là-dessus. Quasiment tous les Portugais en top et surtout Gonçalo Ramos et les milieux de terrain. Et après les flops, hein, surtout tous les Suisses quoi quasiment. Hein. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Mais puis voilà, en tout cas je vous laisserai me dire tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, mes réseaux en description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les frérots.